vous souhaiter la bienvenue euh, pour cet après-midi dans le cadre donc de ces rencontres réappropriation, artistes et archives organisées par l'Africa Museum. C'est donc maintenant la table ronde sur la question de l'appropriation artistique des archives muséales, avec 4 intervenants que je suis très heureuse de voir ici réunis et que je remercie vivement en fait, d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous les présenter, je vais faire une courte introduction et puis évidemment je les présenterai et leur laisserai la parole. Donc un grand merci à vous d'être présents et je voudrais évidemment remercier aussi tous les artistes et les chercheurs et chercheuses qui sont également présents ici pour leur présence et la qualité aussi évidemment des présentations de ce matin. J'espère que la plupart d'entre vous étaient là parce que c'était tout à fait passionnant. Donc un grand merci à vous et au public d'être présent. Donc je suis Ayoko Mensah et je vais modérer la rencontre. Alors je voudrais, pour cette courte introduction qui a commencé hier et se poursuit aujourd'hui, rappeler que c'est un temps fort évidemment de rencontres, d'échanges et de réflexions, de découverte aussi des travaux artistiques comme je le disais. Et c'est un premier événement qui n'a réellement de sens que s'il s'inscrit dans la perspective d'autres rencontres à venir sur le même sujet, tant les questions du traitement et de la réappropriation des archives muséales sont vastes et transversales. Se réapproprier des archives muséales à travers des pratiques artistiques, c'est s'interroger et déconstruire l'archive. Le travail des artistes présents nous invite ainsi à repenser notre rapport au passé, à l'histoire et à la mémoire. Comment la création peut-elle construire des temporalités expérimentales qui balaient les catégories conventionnelles et renouvellent notre vision du monde ? Chacun à leur façon, les artistes explorent cette question à travers leur travail et leur création, qu'elles soient visuelles ou liées aux arts vivants. Ils font voler en éclats la dichotomie qui consiste à faire de l'archive une relique du passé et à l'opposer à l'immédiateté du présent. L'enjeu n'est plus entre la permanence et l'éphémère, mais entre l'effacement et la réécriture. La dimension politique de leur création se charge d'une portée singulière aussi au sein de l'institution muséale, et particulièrement peut-être ici, à l'Africa Museum, anciennement Musée royal de l'Afrique centrale. Repenser son rapport au passé, c'est également transformer son expérience du musée et donc de la mise en récit qu'il propose. Conserver, archiver, exposer, rien ne va de soi, rien n'est neutre, rien n'est intemporel. Comme nous l'avons si bien entendu et vu lors des sessions et présentations de ce matin, les artistes interrogent non seulement le statut et la toute-puissance de l'archive, mais également l'intégration de l'art comme archive parmi les archives. Parce que finalement, quand on aborde la question de l'archive, c'est une sorte de mise en abîme qui peut être assez vertigineuse finalement. Je pense que c'est des questions qu'on abordera lors de nos conversations. Et ils explorent aussi d'autres manières de transmettre et replacent l'humain, l'individu, au cœur de la construction du sens. L'archive serait-elle davantage témoignage que preuve, trace de l'oubli plutôt que signe de mémoire ? C'est à ce rapport critique que nous ouvrent les œuvres des artistes présents, et c'est notamment ces questions dont nous allons parler lors de cette table ronde. Donc je vais tout de suite vous présenter donc, nos intervenants. Tout d'abord, Lotte Arndt. Merci beaucoup, Lotte, d'être là. Vous êtes chercheuse et curatrice établie entre Paris et Berlin. Vous travaillez actuellement au sein du projet de recherche international Reconnecting Objects, Epistemic Plurality and Transformative Practices in and Beyond Museums, au sein de l'équipe de Bénédicte Savoy à l'Université technique de Berlin. Et vous menez également une recherche sur les collections toxiques, l'extractivisme et les antinomies de la conservation dans les musées dits ethnographiques et d'histoire naturelle. Plus largement, vous accompagnez aussi le travail d'artistes qui questionnent le présent postcolonial et les antinomies de la modernité dans une perspective transnationale. Entre 2014 et 2021, vous avez enseigné à l'École supérieure d'art et de design de Valence-Grenoble.
et vous co-curatez l'exposition Unextractable, Sami Balogi Invites, qui s'ouvre dans quelques jours à la Kunsthalle de Mainz en Allemagne. Donc un grand merci d'être là et d'avoir dégagé du temps pour être présent lors de ces rencontres présentes. Je suis du coup Hamzat Boukari, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes docteur en histoire et civilisation de l'Afrique, doctorat obtenu à l'EHESS à Paris. Vous êtes originaire du Bénin et de la Martinique et vous êtes également un chercheur indépendant, formateur et consultant pour des institutions, des associations et des mouvements de la société civile. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages importants, dont Africa Unite, une histoire du panafricanisme, Nigeria, Mali, Kwame Nkrumah et évidemment Walter Rodney, un historien engagé, qui est un de vos ouvrages phares. Et cette année aussi a paru l'un de vos ouvrages, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, paru aux éditions du Seuil, que vous avez co-dirigé. Et vous êtes également le président de la Ligue panafricaine Umoja. Vous avez travaillé avec le musée dans le cadre d'un projet de recherche et d'exposition, Europa Ochala, qui a été exposé effectivement entre 2022 et 2023 ici au musée. Je pense que sans doute plusieurs d'entre vous ont vu cette exposition très intéressante. Victoire Carrera Campere, merci beaucoup d'être là également. Vous êtes réalisatrice et conceptrice sonore belge et rwandaise. Et au centre de votre quête artistique se trouve la notion d'absence et de présence fantomatique qui imprègne vos films et dont vous parliez, que vous évoquiez ce matin. Vos films qui peuvent être vus comme des lieux d'expérimentation à la frontière du documentaire et de la fiction. Parmi ces films, citons Solange brought Mona Lisa home, Too Many Birds et Alberta's Room, dont nous allons avoir le plaisir de voir un court extrait. Et donc ce matin, vous avez présenté finalement le projet de film sur lequel vous travaillez actuellement ici, puisque vous êtes en résidence à l'Africa Museum, et donc c'est le film Ejo, qui signifie d'ailleurs hier et demain, hein, c'est ça. Merci beaucoup. Et en parallèle de votre pratique de cinéaste, vous avez travaillé comme assistante en recherche documentaire pour le projet de film de Johan Grimont-Prey, Soundtrack to a Coup d'État. Et actuellement, vous créez des pièces filmiques à destination de la scène en collaboration avec la chorégraphe sud-africaine Moya Michael, ainsi qu'avec le collectif Faire Part et les artistes Fallon Mayanja et Mawena Yawesi. Et j'accueille également au sein de cette table ronde Francis Tenda. Francis, un grand merci d'être là. Johnny Leia était effectivement indiqué comme l'un des intervenants et il est malheureusement alité, malade, donc il s'excuse auprès de nous. Il ne peut pas être présent. Et Francis, voilà, a vraiment très gentiment, merci beaucoup Francis, on est très heureux que vous soyez là. Donc vous êtes artiste originaire de Kinshasa, vous êtes diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et vous venez de terminer la Rijksacademie à Amsterdam, où vous résidez maintenant, et vous déployez une pratique pluridisciplinaire marquée par un langage cinématographique à la lisière des genres entre écriture, dessin, peinture, son et vidéo d'animation. Un travail tout à fait passionnant. Et vous avez notamment réalisé un film il y a quelques années, produit par Grafouillis, voilà, qui a été projeté et dont le titre est... Kélassi, c'est ça. Voilà, nos 4 intervenants, un grand merci. Je vais alors peut-être juste vous dire 2 petits mots sur le déroulé de la rencontre, parce qu'avec un titre et un titre pareil, il faut assez bien structurer, je pense, la discussion. On n'a pas du tout l'ambition de faire le tour de la question, mais bon, il y aura en fait quand même 2 parties. La première partie avec Lotte et Victoire, où nous aborderons plutôt les questions en fait de diversité des usages artistiques des archives, le rapport problématique et ambivalent à ces archives, et les projets curatoriaux et artistiques expérimentaux. Et puis, dans une deuxième partie,
plutôt alors avec Hamzat et Francis, nous focaliserons plutôt sur des questions importantes comme celle de l'accessibilité des collections et des archives, les rapports avec l'institution et évidemment les questions de déconstruction des régimes de visibilité induits par la muséographie coloniale et la décolonisation des savoirs. Et enfin, si on a le temps, celle de la circulation des archives et des contextes de monstration et de recontextualisation de ces archives. Donc ça nous fait un vaste programme. On a évidemment en tête, et c'est très important de vous laisser assez de temps pour pouvoir poser directement vos questions aux intervenants. Donc voilà, il devrait y avoir au moins une trentaine de minutes d'échange. Donc je ne prends pas plus la parole et je laisse la parole à l'auteur. Tu dois, oui, c'est ça, aller exactement. Ouais. Même si c'est un peu impressionnant, ce pupitre, c'est pratique, mais c'est toujours un geste qui sépare un peu la situation entre le public et cette belle table ronde où pourtant on était déjà réunis. Alors, avant toute autre chose, chère Ayoko, Christine, merci beaucoup pour votre invitation. Moi, je suis ravie de pouvoir partager cette table ronde avec vous, Victoire, Hamzat, Francis. Et je suis également ravie de pouvoir partager ces échanges avec vous. Et j'avoue que très impressionnée par ce qu'on a vu ce matin, parce que ce format de présentation très rapide montre à quel point il y a des super projets extrêmement denses, extrêmement différents, avec des langages très forts. Et du coup, on part, ou je pars sur ces impressions-là. Je me suis justement posé la question si ça faisait sens de faire un grand tour d'horizon des pratiques d'archives des dernières 20, 30 années. Et je me suis dit non, parce que la plupart... alors déjà, la salle est pleine d'artistes qui ont et qui amènent ces pratiques d'archives. Et du coup, je me suis dit, je vais plutôt essayer d'apporter quelques éléments d'un côté, à partir de projets que je suis en train de faire actuellement, et d'un autre côté, de revenir un peu dans l'histoire pour renouer quelques questions qui sont liées à cette partie que j'ai appelée « Et le sol sous nos pieds », qui me semble particulièrement urgente actuellement. Appropriation, je prends le grand titre de la journée. De quelle appropriation on parle? Alors ici, il y a 3 questions qui sont posées. Quelles pratiques, quels enjeux, quels problèmes? Et j'aimerais bien aujourd'hui ajouter une 4e question, appropriation des archives du musée. Est-ce qu'il y a bien appropriation? Par qui il y a appropriation? Et quelles sont en fait les conditions pour que appropriation il puisse y avoir. Pour cela, j'aimerais bien retourner à ce qu'on appelait le tournant archivistique dans l'art contemporain dans les années 90, qui propulsait des pratiques qui réexaminaient des documents, des archives historiques, des images. À la croisée de la fin de la guerre froide et d'une forte présence de courants post-structuralistes, les artistes se retournaient vers le réel, comme le formulait Hal Foster, et accédaient au monde en se basant sur des documents, souvent de façon fragmentaire, en faisant sens dans les interstices des grands récits symboliques en ruine. Il s'agissait aussi bien de reconstruire des histoires et des savoirs qui étaient obstrués, oubliés, rendus inaccessibles pour les premiers concernés, que de corriger leur perspective qui exprimait souvent un point de vue dominant, celui des colonisateurs, mâles, blancs, munis d'outils de captation tels que des caméras. Pléthore de textes ont été publiés et d'expositions ont eu lieu dans les décennies des années 2000, comme Jacques Derrida, Anne-Laure Storla, Okwin Vezor, et le travail avec l'archive coloniale devenait un champ entier dans l'art contemporain. Et je profite ici d'un côté pour rendre hommage à Emma Vuloka-Wanamba, qui nous a quittés l'année dernière, et d'un autre côté, et qui expose ici dans l'un des premiers lieux de sa vie à Berlin,
Et en parlant d'appropriation, je pense qu'on peut aussi retracer la trajectoire d'un curateur comme Bonaventure Ndikung, qui dirige aujourd'hui le Haus der Kulturen der Welt à Berlin, alors du coup, ce qui est certainement un geste d'appropriation, et une précurseuse comme Renée Green, qui était incluse dans l'exposition Archive Fever de Hoekui Invesor, d'un autre côté. Alors du coup, ce qu'on trouve dans ce courant, c'est une diversité de formes, d'approches, d'enjeux, de récits et d'économies. Je vais revenir aux artistes tout de suite, mais m'attarder un moment aux institutions et aux conditions générales de notre travail, justement avec ce sentiment d'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure. La confluence des artistes avec et dans l'archive coloniale avec les critiques institutionnelles, opérant par des approches spécifiques à des lieux et situations, des interventions architecturales, des gestes performatifs et un langage visant à modifier, perturber et questionner le fonctionnement des musées et des institutions de l'art, ainsi que les professionnels qui les gèrent, et avec un renouvellement de l'intérêt pour les musées en possession de collections coloniales, renommés par dizaines ces dernières années musées de culture du monde. Avec ces deux tendances-là, les résidences d'artistes contemporains dans les musées dits ethnographiques sont devenues une pratique courante ou, comme le dit l'artiste irakien-américain Michael Rakowitz, une maladie contagieuse. Au Musée royal de l'Afrique centrale, ce sont Sami Balogi et Patrick Mudekereza qui ouvrent cette histoire de résidence d'artistes au musée en préparant l'exposition Congo Far West présentée ici en 2011. Alors que beaucoup de ces résidences impulsent en effet des questionnements critiques des musées, amènent des perspectives absentes, remuent les réserves, on peut à juste titre interroger l'externalisation de la critique que la commande par les musées fait porter par les artistes, souvent sans les rémunérer, alors que les musées se réservent le droit de décider si les relectures proposées et demandes de changement soient suivies d'actes ou non. Et je vous mets ici le passage qui me semblait toujours très intéressant de cet essai de Hal Foster qui disait « l'artiste en ethnographe » avec un point d'interrogation, et la traduction de ce texte dans le contexte francophone où le point d'interrogation disparaît et l'artiste en ethnographe devient une figure affirmative. Si les personnes en charge de ces programmes s'engagent souvent fortement dans ces processus, en donnant beaucoup d'eux-mêmes, les structures institutionnelles et surtout patrimoniales sont longs et difficiles à changer. Le plus souvent, la législation patrimoniale protège le bâti. Ici, je pense qu'on ne peut même pas planter un clou dans un mur sans justement enfreindre à la loi patrimoniale belge, confirme la propriété nationale des collections, restreint l'accès à des publics autorisés et encadre les gestes et décisions possibles. Elle impose alors des fortes limitations et aléas, parfois imprévisibles pour le travail des artistes invités et la suite. Quel changement un travail d'artiste, aussi critique soit-il, peut-il enclencher s'il reste confiné à la place de l'importation consolatrice d'une critique sans conséquence? Certainement plus central encore est de prendre en compte les absents, le contexte plus général de notre travail, la dégradation galopante de la situation politique et le régime discriminant d'accès à l'Europe. Alors que ces dernières années, des processus de restitution d'œuvres se mettent en route un peu partout en Europe, avec une forte focale sur les objets, alors du coup les objets qui se remettent en mouvement, ce mouvement de transfert encadré d'objets s'accompagne d'une politique de restriction du mouvement des personnes selon la désirabilité d'un passeport ou pas, qui va à l'encontre de toute possibilité d'appropriation. Je reviens de l'Allemagne. Certains d'entre vous vont avoir suivi les élections de la semaine dernière avec l'extrême droite qui passe en fort à beaucoup d'endroits. Et je vis en France, où vous avez probablement aussi suivi le retrait du jour au lendemain aux Maliens, Burkinabés et Nigériens et de la suspension immédiate des financements collaboration avec des artistes et intellectuels
décision qui vient de confirmer un autre durcissement des politiques européennes envers le continent. Pour les Congolais voyageant avec un passeport de leur pays, je ne vous apprends pas les temps d'attente à ce qui est cyniquement appelé la maison Schengen, sans pour autant avoir une garantie d'obtenir à la fin un visa. Ces conditions atteignent un niveau où il faut se demander si on peut individuellement et collectivement continuer à travailler tranquillement sur nos expositions et sujets de recherche, alors qu'on nous dérobe du sol même sur lequel nous posons nos pieds. Et que nous sommes, nous le savons, impactés de manière très différente par ces politiques. Je pense que les musées peuvent et doivent aussi agir, se positionner, réclamer les conditions pour ce que ces déclarations officielles qui appellent aux collaborations internationales soient remplies de sens. Par exemple, en refusant de continuer et plutôt en déplaçant les différentes pratiques. Se mettre en grève paraît s'imposer, mais que veut dire grève si notre seul moyen d'intervention est de créer de la visibilité et de lever la voix? Des stratégies alternatives pourraient consister à recouvrir des vitrines pour chaque visa non accordé ou de retirer des objets pour chaque personne expulsée, de retenir les frais d'entrée, de ne pas les transmettre aux politiques. Des actions qui montrent que, au-delà du symbolique, au-delà d'un discours qui va totalement, qui est en écart très fort avec ce qui se fait politiquement, il y a une position qui est prise et qui réclame les conditions mêmes de ce travail artistique qu'on mène ou que le musée veut soutenir. Les rémunérations des artistes en font partie, évidemment. Il s'agirait ainsi de marquer haut et fort l'impossibilité d'approprier quoi que ce soit, archives, objets et histoire, si nous sommes expropriés de la possibilité même de nous réunir avec les personnes concernées par ces archives, sans devoir craindre qu'ils et elles ne peuvent pas traverser la frontière. Je voulais mettre ça depuis un moment. Et là, on a écrit une petite déclaration avec la revue Troubles dans les collections. On n'est pas les seuls. Et voilà, c'est juste une note de bas de page. Je dis cela alors que nous préparons actuellement une exposition, je vais sauter sur celle-là, une exposition intitulée Unextractable, Sami Balogi Invites, qui ouvrira le 26 octobre à la Kunsthalle à Mayence, à côté de Francfort, en Allemagne. 13 artistes participent, dont 10 Congolais et Congolaises. Et pour celles et ceux qui viennent du Congo, alors que nous arrivons à faire voyager leurs œuvres, nous ne sommes pas certaines de pouvoir faire venir les artistes, elles et eux-mêmes. C'est une expo qui est à cheval entre la recherche doctorale de Sami, mon projet de recherche actuel sur la toxicité, et la dernière biennale de Lubumbashi. Parmi les artistes, Isaac Sahani Dato, artiste résident à Kinshasa, présente une installation multimédia intitulée Topos, qui est basée sur une recherche de cartes coloniales provenant des archives du Musée national de Lubumbashi, musée dont la collection et la création sont étroitement liées à celles du musée de Tervuren. La plupart des cartes ont été détruites par un incendie et il n'en reste que des bribes. Son choix d'utiliser du bois, alors là je vous parle, vous voyez les images de l'installation lors de la Biennale de Lubumbashi et je vous parle de la forme que cela va prendre à Mayence, alors du coup il y a un certain écart parce que c'est un peu une anticipation sur une expo en train de prendre forme qu'on ne peut pas encore montrer. Mais peut-être ça vous donne envie de venir la voir. Son choix d'utiliser du bois, dans lequel les détails des cartes, rivières, routes, frontières, et y compris les bords brûlés, ont été gravés au laser, rappellent leur état de destruction. Mais il évoque également le processus violent par lequel l'État colonial, puis national, et les entreprises internationales exproprient les terres et inscrivent de nouvelles frontières et de nouveaux noms sur leurs cartes. Isaac s'intéresse à la toponymie, aux noms des lieux, aux changements successifs de ces noms. Son effort pour identifier les lieux, déconstruire les noms coloniaux qui leur ont été attribués et les effacements que ces opérations cartographiques ont engendrés met en évidence la toxicité, utilisée ici dans sa dimension métaphorique,
de l'expropriation des terres et des destructions durables subies par les habitants de ces environnements qui portent les noms. La collaboration avec les écrivains Jean Combat et Costa Chinsam sur un fanzine contrebalance la lourdeur de cette histoire par un récit poétique qui permet de renouer avec les histoires transmises localement et leur réinvention spéculative. Puis Sami Balogi lui-même, plutôt que de parler de l'un de ses travaux que beaucoup d'entre vous connaissez, je veux parler ici de sa recherche artistique en termes méthodologiques, tout en montrant quelques images de l'installation et du film Kassala à partir de sa recherche autour de cette forme de poème Luba qui combine la récitation d'éléments généalogiques et d'une personne célébrée dans un texte avec des fragments mythologiques, cosmogoniques et historiques. Sami met en œuvre une pratique qui fait de l'archive et des archives un lieu de réappropriation et surtout de reconnexion, en associant des personnes, comme ici l'écrivain Jean Kabouta, qui a rédigé et performé un kassala pour le vernissage de la sculpture The Long Hand, inaugurée en 2022 à l'embouchure du fleuve Scheldt, est-ce que je le dis bien? Ok, et Scheldt, c'est en flamand. Ok, je me disais bien qu'il y a quelque chose. Donc, il a performé à cet endroit où entrent et sortent les marchandises et où sont entrés aussi les premiers et premières Congolais, Congolaises en Belgique. En traduisant plus largement les formes, par exemple, les minéraux en scan 3D, des objets et sculptures en images rayon X, des récits en musique, des petits objets anciens en sculpture monumentale contemporaine, et en multipliant les conversations, les voix, les formes possibles, comme ici en invitant le poète et auteur Fiston Mvanza Mujila à performer un kassala faisant état d'une longue histoire de souffrance, de résistance et de réinvention dans le film. Mais aussi en ouvrant la transmission à des étudiantes, comme ici à Julia Tröscher, artiste autrichienne, étudiante à Anvers, qui propose dans l'exposition son interprétation d'un kassala sous la forme d'un être féminin mythique, mi-poisson, mi-humain. Et par cela, de permettre de créer un rapport à ces archives qui reconnectent avec des savoirs qui sont souvent gravement affectés par les transformations violentes et destructions des sols, habitats et vie sociale, par les instaurations massives d'industries minières et d'économies extractivistes dont le musée colonial fait partie. Dans le cas de Lubumbashi, ça vous le savez aussi probablement, il doit sa collection en très grande partie à l'accès direct que les industries minières ont donné au sol pour pouvoir puiser les objets. Ce sont des gestes de resocialisation qui passent aussi bien par une dimension critique qui scrute ce que la classification muséale a fait à ces objets et aux documents, que par une dimension spéculative qui lance des pistes et résonances pour entendre quelques connexions futures, quelles connexions futures émergent. Je ne vais pas parler de tous les artistes, n'ayez pas peur, mais je veux finir sur deux contributions. L'une, c'est celle d'une artiste franco-béninoise qui s'appelle Sybille Couvi-Andemagnan et qui m'a rejoint dans ce projet de recherche qu'on mène, que Ayoko a introduit au début, reconnecter les objets, et où le Beyond the Museum est extrêmement important. Sybille, dont vous pouvez connaître, je saute un peu sur ma partie de recherche toxique, voilà. Alors, Sybille m'a rejoint dans ce travail sur les collections toxiques, on peut revenir là-dessus tout à l'heure. Vous avez pu voir éventuellement une partie de son travail dans l'exposition collective Blacks to the Future, curatée par Sophia Dati au Berscherburg l'année dernière. Et elle travaille donc actuellement sur un film, d'un côté, dans les collections des musées autour de cette conservation toxique et de l'impossibilité d'accès aux œuvres, mais amène d'un autre côté, plus largement, une réflexion et un travail sensible
très fort sur les possibilités de relire ces archives coloniales. Elle traverse la toxicité des archives coloniales pour écouter les images, comme le dit Tina Kempt, c'est-à-dire de créer des généalogies non linéaires qui résistent à la violence historique pour y puiser une possible voie, toujours en voie d'avènement. Dans un collage évolutif qu'elle travaille depuis 2021, elle scrute les peintures célébrant la mission civilisatrice dans la salle pyramidale de ce que fut le palais d'entrée de l'exposition coloniale de 1931 à Paris, et elle oppose des gestes à ces images. Elle intègre aussi bien le moulage de sa propre main dans son collage en se positionnant ainsi dans l'histoire et contre l'histoire de l'anthropométrie qu'elle investit les archives de sa famille. C'est en cherchant les résonances de récits représentés ou manquantes dans les images qu'elle affirme les possibles connexions, solidarités transtemporelles et possibilités en voie d'avènement. Je vous ai amené la citation d'Avery Gordon qui parle de la hantise. Il dit « Être hanté nous entraîne affectivement, parfois contre notre volonté, et toujours un peu magiquement, dans la structure du sentiment d'une réalité dont nous venons de faire l'expérience, non pas comme une connaissance froide, mais comme une reconnaissance transformatrice. » On a beaucoup entendu le mot transformateur ce matin. Je pense qu'il est important. Et je souhaite terminer aujourd'hui sur Lubumbashi et par une collaboration de 3 artistes associés tous les 3 au Centre d'art et de recherche Picha. Jackson Bukasa, réalisateur de films documentaires, Dan Kayeye, qui fabrique des animations et des environnements 3D, et Justice Kasongo, qui est marionnettiste et performeur, et qui travaillent ensemble, qui ont mis ensemble leurs spécialités respectives pour concevoir un film spéculatif qui unit la capacité du théâtre de marionnettes de faire des mondes, de faire monde, de convier et de réunir, de narrer et d'échanger avec des éléments documentaires de l'histoire congolaise et des paysages fictionnels. Le film prend son point de départ par le chariot muni de marionnettes avec lequel Justice Kasongo performe dans les rues de Lubumbashi, et il compose à partir des scènes qu'il assemble des chapitres entiers de l'histoire de la ville et du pays. Le titre du film, Mosa Lissi, je le dis bien, ce qui veut dire le créateur, si on l'a bien traduit, fait référence aussi bien à la gécamine et l'industrie minière qui ont créé la ville que à l'artiste qui crée les figures et qui anime le théâtre mécanique des trajectoires du pays et les trajectoires du monde. À partir de cette archive inépuisable qui sont les mémoires populaires, les 3 artistes fabriquent un film collaboratif qui raconte l'histoire de la ville de Lubumbashi en présence de celles et ceux qui l'habitent. L'appropriation et la transmission des archives et des mémoires se rejoignent dans une célébration d'un récit collectif d'un lieu habité dont les artistes prennent soin. Et là, on va essayer d'enclencher ce soin. Lors du vernissage de la dernière biennale de Lubumbashi. Merci beaucoup. Présentation très très riche. Voilà, comme le temps, effectivement, on essaie de gérer le temps. Je voudrais tout de suite donner la parole à Victoire Carrera Campir, qui va revenir alors sur en fait un peu plus ses recherches et son travail aussi d'artiste, de cinéaste, notamment avec le nouveau projet de film EJO, mais pas seulement, revenir plus largement sur ta pratique des archives en fait. Ouais, c'est un peu improvisé. Du coup, je propose qu'on regarde l'extrait. Peut-être que je peux l'analyser quelques archives utilisées et pourquoi je les ai utilisées. Parfait. Extrait de Alberta's Room, donc film de Victoire.
Yeah, sort of. That's what I'm gonna be when I grow up. You live around here? Yeah. Do you? Okay, who lives here? Marvin Gaye and... No, Marvin Gaye's father and mother and father. They lived here for a long time? Yes, ever since I lived on 21st and I've lived on... What do you think? Do you know what happened here? It's just somebody had shot somebody in the stomach. And who do you think that was? I thought it was Marvin Gaye's brother, but Marvin Gaye's brother came outside. So it must have been Marvin Gaye. The dynamic Marvin Gaye! This year's Grammy Award goes to... His list of hit songs goes on and on. Marvin Gaye. Marvin? Come on in, Marvin. Marvin Gaye! Bon, très rapidement, enfin, je vais essayer d'être courte. Donc ce film, je pense que vous avez deviné de qui ça parle. Et en même temps, ça ne parle pas exactement de la personne qui est citée. Mais j'ai montré des photos tout à l'heure lors de la présentation parce qu'il y avait un lien avec moi et mon histoire personnelle et ce film, alors même que mes personnages ne me sont pas familiers et que je parle d'une famille africaine-américaine. Or, j'utilise délibérément des images qui font référence à l'Afrique et qui, pour une, est une archive du musée. C'est le moment où on voit un père sortir d'une clôture et la maman tisser un panier rwandais. C'est des images d'une archive intitulée A Giant People of Watuti. Et j'ai choisi d'utiliser ces images dans le film parce qu'en fait, il y avait un moment où je devais parler d'un foyer. Et ce qui m'a frappé dans ces images quand je les ai regardées, bon, déjà... traverser les archives coloniales, c'est comme disait Mathias, c'est toujours un peu douloureux parce que voilà, le discours qui est apposé aux images est souvent d'une grande violence. Mais là, pour le coup, je les ai trouvés drôles, en fait. J'ai trouvé ça très drôle, cette façon qu'il y avait de mettre en scène une famille nucléaire rwandaise à l'européenne, en fait, et de comme ça juxtaposer un modèle qui vient d'ailleurs à un territoire qui... Et je peux pas dire que je suis une experte du Rwanda ancien, mais j'ai comme l'intuition que les familles ne sont pas structurées de cette manière-là, et parce que tout simplement dans mon environnement proche, les tantes vivent chez les grands-parents. Enfin, il y a un mélange et il y a une façon d'être organisée qui ne correspond pas du tout à ce qui est présenté dans cette vidéo, parce que ça ressemble vraiment à un spot publicitaire des années 60. Et en même temps, voilà, il y a cet anachronisme que j'ai trouvé très très drôle et que du coup j'ai utilisé avec beaucoup d'ironie ici. Donc ça, c'était pour cette archive-là. Puis cette archive est suivie d'une autre image, qui est celle de ce film que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est Les mines du roi Salomon. Et là aussi, j'avais envie de... En fait, bon, déjà pour expliquer les raisons pour lesquelles j'insère du Rwanda dans une histoire qui n'est pas autour du Rwanda, c'est d'abord pour me positionner en tant qu'autrice. J'avais quelque part envie d'expliquer d'où je partais et pourquoi je racontais cette histoire et pourquoi est-ce que je me sentais proche de mes personnages. Et donc dans la seconde image qu'on voit, enfin je ne sais plus si c'est la seconde, la deuxième, j'ai perdu un peu, j'ai pris de la distance par rapport au film, mais on voit cette scène qui est une scène qu'on retrouve dans beaucoup de films américains où des Blancs, les colons, enfin moi je les appellerais comme ça en tout cas, sont encerclés par les sauvages. Et en fait, au moment de construire le film,
j'avais utilisé cette image et une discussion a commencé avec la personne qui m'accompagnait à l'époque, qui s'appelle Herman Haselberg, et sur le fait que il y avait eu une analyse d'un certain Michael Perrin et qui a été reprise dans un bouquin de Fred Moten plus tard. Alors je vous rassure, moi j'ai lu du Fred Moten, j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais cette partie-là de son bouquin est très très intéressante et elle parle de la politique encerclée. Et donc, ce qui est intéressant dans ces séquences-là, c'est qu'il y a un renversement de la réalité. Donc on a l'impression que ces personnes qui sont encerclées par les sauvages sont en danger, alors même que c'est les personnes qui sont encerclées qui sont en danger par la présence même des colons, comme je les appelle ici. Et donc il y a une illusion qui est créée et qui renvoie manifestement ceux qui encerclent, et en fait qui est le contexte dans lequel les colons arrivent, et qui est un contexte qu'ils décident délibérément d'ignorer, mais qui est là et qui est bien présent, et qui regarde cette arrivée. Ils sont renvoyés vers une sorte de sauvagerie, de menaces et autres. Et donc, j'étais frappée par ça parce que dans les images du roi Salomon, je ne sais pas si c'est tourné au Rwanda, mais en tout cas, c'est le peuple rwandais qui est représenté, et le peuple Batutsi à nouveau. Et donc le sauvage, c'est moi, quelque part, ici. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit ce livre de Fred Moten, où il revient sur cette notion de l'encerclement et de la politique de l'encerclement, lui soutient l'idée selon laquelle, en fait, le centre, donc ce récit illusoire, est la politique, et que le cercle doit se maintenir à la marge et ne jamais rencontrer le centre, sous peine de soi-même devenir une illusion. Et donc, tandis que le centre continue à se représenter comme ça, sous cette forme-là, par exemple, et à se définir de manière très stricte et en distanciation de la marge, elle, devrait, comme ça... en fait, la marge n'est pas représentable. Et il parle de politique dans le bouquin, mais moi, ce qui me marque, c'est que quand j'entends la marge n'est pas représentable, ne peut pas être représentée et ne peut pas se représenter, moi, je réfléchis ça sous terme en tant que cinéaste, et je me pose la question de savoir si on peut se représenter et s'il est possible de se représenter, ou s'il faut rester à la marge et être flou, indicible, indescriptible, silencieux, mais continuer tout de même à regarder le centre. Et ce qui est frappant, en fait, dans les images du film, c'est que, en fait, le cercle continue tout. Et il y a comme un jeu de chasse, enfin, ça se regarde vraiment en chat de faïence en permanence. Et donc cette image-là, elle est très furtive dans le film. Ces deux images sont très furtives dans le film. Il faut vraiment être très attentif pour les voir et pour les saisir. Mais pour moi, elles sont importantes parce que, déjà, à nouveau, elle me pose ma question, elle me renvoie à ma question de cinéaste, qui est de savoir, est-ce que je peux me représenter ? Et si je peux, alors comment je le fais depuis la marge, depuis le centre ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'exercer les mêmes violences à partir du moment où je prends une caméra, qui est quand même un objet aussi de violence extrême, de capture d'images et autres. Et en même temps, ces images-là, elles me permettaient aussi de créer un lien de filiation totalement fictif avec mes personnages, mais vraiment totalement fictif. Et parce qu'en fait, j'avais vraiment la sensation que si je disais qui j'étais et pourquoi je m'intéressais à eux, il y avait comme ça tout d'un coup une familiarité qui se créait dans ma tête entre moi et mes personnages. Et donc, ma position, c'était, comme vous, mes personnages, j'ai été l'objet d'une capture par l'image et j'ai été définie. Et comme vous, j'ai été aussi soumis à la force du fusil, qui revient souvent d'ailleurs dans cette séquence-là. Et donc c'est par cette position que
par cette position que je parle. Et c'est de par là que je me sens en relation avec vous et que j'ai une forme d'empathie. Parce qu'il faut avoir de l'empathie pour ces personnages, a priori. Donc voilà. Et puis il y a aussi une autre image, c'est celle du début, qui est Two Guns in Harlem, et où en fait le cow-boy est un cow-boy African-American, avec les codes quand même de l'Amérique blanche, quand même, l'arme à feu, même la chanson évoque l'arme à feu. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est pas du tout un jugement par rapport à cette mise en scène-là non plus, parce qu'en fait, les cow-boys African-American existent et ont été remis un peu à l'honneur, notamment dans des clips vidéo, en musique et autres. Mais là est la friction que j'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est de savoir si il est possible d'avoir cette position de héros, donc en l'occurrence le cowboy dans les westerns, sans être l'oppresseur. Donc c'est vraiment comment faire pour pouvoir parler de soi sans devoir adopter les codes de l'oppresseur. Et puis j'ai mis aussi cette référence au cow-boy, non seulement parce que c'était une introduction aussi au patriarcat, mais aussi parce qu'au Rwanda, en fait, il y a pour moi des cow-boys qui sont, ce que le mot indique, juste des personnes qui gardent leurs vaches et qui sont mes ancêtres et qui, voilà, mais qui n'ont pas le chapeau et qui n'ont pas le gun. Et je dis pas ça par nostalgie ou parce que je voudrais un retour à une sorte d'ancestralité, mais voilà, il y a encore cette tension qui existe dans mes films où je me pose en permanence la question de savoir comment à nouveau me représenter sans tomber dans la romantisation d'un passé, en étant bien conscient que le centre me regarde et que je regarde le centre, mais que j'ai tout de même envie par moment de regarder tous ceux qui encerclent, donc mes proches, de parler d'eux et de temps en temps regarder en l'air aussi, faire comme si il n'y avait pas un gun pointé vers moi, et juste de fabuler en fait sur cette histoire qui serait la nôtre. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Victoire. C'était tout à fait clair et intéressant. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'était effectivement très intéressant et ça, je pense, ça doit faire aussi écho à, je pense, toute une réflexion de Damzat, mais finalement le caractère aussi expérimental de vos films est tout à fait à l'image, en fait, des questions que vous vous posez. Et je trouve que ça, c'est magnifique. Vous êtes arrivé à esthétiquement, dans la forme, trouver effectivement une sorte de forme hybride, comme ça, expérimentale, entre documentaire. Vous insérez, en fait, des images d'archives coloniales, parfois effectivement très violentes, mais où vous changez le régime, en fait, de visibilité d'archives, ce qu'elles racontent. Et tout d'un coup, voilà, elles prennent, en fait, un autre sens. Et nous permettent aussi cette distance vis-à-vis en fait, du premier régime de visibilité qu'avaient ces archives. Et puis il y a toute votre réflexion poétique et votre écriture filmique qui participe vraiment à créer, je trouve, un univers de réflexion sur les possibles de l'identité qui sont vraiment très intéressants. Donc merci beaucoup pour avoir partagé ces réflexions avec nous. Et je voudrais donner la parole à donc Hamzat Boukari, qui peut-être va revenir alors sur aussi tous ces enjeux et ces questions autour de ce que sont ces archives coloniales, leur premier statut de visibilité, et comment aujourd'hui, quels enjeux pour un peu changer ces régimes de visibilité, et puis du coup la muséographie coloniale évidemment qui les accompagne, et peut-être aussi finalement les déconstruire et décoloniser les savoirs liés à ces archives. Oui, alors le débat sur la restitution des œuvres et la réappropriation des archives coloniales, en fait, c'est un débat qui ouvre la révolution de la connaissance.
révolution de la connaissance dans la mesure où les archives sont des productions, sont des ressources, sont des relations porteuses d'asymétrie et d'hégémonie de savoir et de pouvoir. Alors, asymétrie dans le sens où le système qui produit les archives opère une sursélection des informations dont il a besoin et une discrimination des informations qui ne lui sont pas utiles. Il y a donc déjà une réflexivité sur les documents constitués en archives et les documents non constitués en archives. Hégémonie dans le sens où les archives, notamment officielles ou diplomatiques, telles que la colonisation en a produit massivement, sont un reflet du rapport de domination. La conquête coloniale a pour but de s'emparer des corps, des cœurs et des âmes en réduisant toute possibilité de réponse sourcée, d'où la bataille des archives. Alors, les archives sont un outil incontournable dans le travail d'historien. Par exemple, dans le dernier livre que j'ai co-dirigé sur la France-Afrique, nous montrons, dans le cas de la Libye, qui était l'un des pays africains dans lequel il y avait le plus d'archives, et des archives parfois très anciennes, comment la guerre de l'OTAN a permis de détruire de nombreux centres d'archives d'État et de mettre la main sur quantité de documents potentiellement compromettants, pas seulement financiers, liés notamment aux questions de renseignement. On a également constaté que certains acteurs impliqués dans la politique africaine préfèrent déposer leurs archives dans des centres officiels plutôt que, par exemple, de publier leurs mémoires. Ils le font notamment pour mettre leur famille à l'abri et pour repousser le droit à l'histoire, puisque les archives sont protégées par le Code du patrimoine, qui confère aux légataires privés le droit d'autoriser ou non leur accès, au cas par cas, pendant un quart de siècle, après donc le décès de la personne concernée. Donc la réappropriation des archives demande une approche d'interdisciplinarité historique, artistique, diplomatique, économique, militaire. Et je vais revenir sur 3 points. La question de la décolonisation de l'archive, de repenser l'administration des archives et de réparer par l'archive. Alors sur la question de la décolonisation de l'archive ou de comment produire une critique de l'archive coloniale qui distingue notamment la vérité et le sens, je crois que premièrement, il faut bien se rappeler que les sources coloniales sont produites dans un contexte de justification de la colonisation, de réponse aux attentes des pouvoirs métropolitains et d'information de l'opinion publique européenne sur la présence coloniale. Et donc on a déjà dès le départ le cas particulier des sources qui sont porteuses de propagande, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas productrices d'une vérité, mais qui ont nourri des stéréotypes, notamment racistes. Donc comment un concept scientifiquement faux comme la race continue de produire des réalités? Dans quelle mesure l'art peut-il s'approprier des sources racistes et les déconstruire? À l'heure où des problématiques comme les fake news ou l'intelligence artificielle se posent, les archives et les sources de propagande coloniale doivent être traitées pour leur dimension très contemporaine, en ce qu'elles ont servi à fabriquer hier une certaine opinion publique qui est aujourd'hui contestée dans le champ décolonial. Alors, le journaliste Daniel Schneiderman, qui présente une émission très suivie, Arrêt sur image, m'a envoyé son dernier livre qui s'intitule 5 têtes coupées. Et le titre et la couverture du livre, donc 5 têtes coupées, font référence à une photographie qui date de la conquête du Mali et du Niger en 1891. Et donc Schneiderman se demande comment la propagande coloniale de l'époque a produit une fabrique du déni qui se poursuit à travers l'indifférence des opinions occidentales, à comprendre par exemple que des hommes dont les statuts sont érigés dans l'espace public ont commis des crimes contre l'humanité. Les statuts invisibilisent ici les archives, produisent des évidences du fait de leur présence habituelle dans l'espace public, qui sont aujourd'hui déboulonnées par le travail de recherche historique sur les sources. Deuxièmement, les archives coloniales renvoient à des politiques de collecte de la culture matérielle autochtone et de documentation des populations africaines pour répondre à des besoins eurocentrés. Donc l'archive est toujours pliée pour répondre à un besoin européen. Elle peut donc nier l'altérité, annihiler l'autorité culturelle ou scientifique africaine, ce qui correspond à des asymétries dans le domaine de l'art que l'on connaît aujourd'hui. La collecte de l'archive coloniale est faite pour préserver une culture gouvernementale européenne ou une culture d'institution nationale européenne, plutôt qu'une culture sociale ou populaire. Dans ce sens, nous avons des archives qui sont le résultat de la colonialité des sciences humaines. Dans quelle mesure des sciences humaines et sociales comme l'anthropologie, l'histoire ou la géographie ont produit des archives qui sont justement antisociales, produites pour dominer, diviser, opposer ou hiérarchiser, autrement dit, produire des sciences
paradoxalement épistémicidaire. Donc la décolonisation des archives nécessite un travail de décolonisation des savoirs, dont l'art est à la fois une source et un produit. Troisièmement, la décolonisation de l'archive passe par un élargissement et une diversification de la notion même d'archive, avec par exemple la collecte des traditions orales. Ce sont les traditions orales qui montrent aussi que l'archive n'est pas uniquement silencieuse ou simplement livresque. L'histoire ne s'écrit pas que dans les livres d'histoire. Les artistes peuvent l'incorporer dans leur création, et l'artiste qui travaille son œuvre en se fondant sur les références coloniales introduit aussi la question de savoir en quoi le colonial ou la colonialité est fondatrice d'un ordre, notamment d'un ordre économique, qui fixe aussi bien la valeur de l'archive que la valeur de l'œuvre que l'artiste contemporain va produire et qui va elle-même devenir un produit du marché ou une archive. Dans quelle mesure des archives qui datent de 1930 ont-elles encore de la valeur en 2023 ? La valeur de l'archive est-elle dans l'information contenue ou dans la construction sociale qui est faite autour de l'archive ? L'œuvre d'art produite à partir d'un travail d'archive vaut-elle pour ce qu'elle nous apprend du passé ou plutôt pour les relations qu'elle construit dans le présent ? Donc ça, ce sont des réflexions qui sont ouvertes sur la décolonisation de l'archive. Deuxièmement, repenser l'administration des archives. Alors premièrement, les archives sont des points de repère et des références pour écrire l'histoire. Donc on peut partir du présupposé que quand vous n'avez pas d'archives, vous pouvez croire que vous n'avez pas d'histoire. Alors d'une part, les œuvres d'art pillées lors de la colonisation sont justement le produit d'une histoire. Donc leur restitution est un appel à écrire l'histoire sous une autre temporalité que celle qui débute avec les indépendances de 1960. Les œuvres pillées sous la colonisation disent l'histoire d'une indépendance qui a existé avant l'indépendance actuelle. Et c'est pour cela que, en tant qu'historien, je plaide partout où je passe pour que les objets qui sont à restituer ne soient pas tous envoyés dans des musées d'art, mais également dans des musées d'histoire. Je pense que c'est un enjeu de gouvernance archivistique qui se pose ici. Deuxièmement, la réticence naturelle des afrodescendants à collaborer avec des structures qui ne reconnaissent pas ou qui ont effacé leur récit est au cœur des politiques d'appropriation et de réappropriation. Je pense que c'est pour cette phrase-là que nous sommes notamment ici aujourd'hui. La diaspora est quelque part la ligne de contact avec des arts africains et des archives coloniales qui sont détenues en Occident. Dans le même temps, peu de Français ou de Belges connaissent l'histoire de leur pays avec l'Afrique, et même les Européens en Afrique ont rarement une connaissance de l'histoire des pays dans lesquels ils se trouvent. C'est une histoire qui est assez plate, qui a été écrasée, qui a été censurée, et dans ce domaine, la littérature de fiction, mais aussi autobiographique, a été la première manière pour les Africains de contourner la censure. Autrement dit, la littérature est un répertoire de sources extrêmement important, et le domaine de la fiction littéraire a été la première manière de contourner la censure vis-à-vis justement de la production et du contrôle du savoir. Une autre manière de repenser l'administration des archives coloniales est l'inclusion de personnes héritières de cette histoire. Et le travail d'archives doit permettre d'inclure de nouvelles sources dans l'enseignement de l'histoire. D'une part, l'histoire de la Belgique et d'autre part, l'histoire de l'Afrique, telle qu'elle devrait être enseignée à tous les enfants des pays qui ont été des puissances coloniales. Les archives sont donc une ressource pédagogique, au même titre que les œuvres pillées sous la colonisation, qui peut aider à décoloniser l'histoire de l'art, en sachant encore une fois que l'art et l'histoire sont deux piliers de la lutte contre le racisme. Troisièmement, dans le contexte du panafricanisme, c'est une histoire qui a produit de nombreuses archives. La définition même du panafricanisme, c'est l'ensemble des survivances culturelles africaines à l'extérieur de l'Afrique. C'est donc une définition encyclopédique, et le mouvement de résistance et de libération qui a accompagné le panafricanisme a une dimension globale. Une partie de l'histoire du panafricanisme a été écrite par des historiens non professionnels à partir de sources qui correspondent à ce qu'on appelle les histoires cachées, les hidden stories, ou les histoires justement à la marge. Donc ces historiens non professionnels débutent généralement leur activité par un travail de collecte de livres, de témoignages et de matériaux qui permet de constituer un fonds d'archives qui permet généralement de construire la base d'une communauté. Je prends l'exemple du célèbre collectionneur portoricain Arthur Schomburg, qui a construit dans les années 1920 un catalogue d'archives de plusieurs dizaines de milliers de pièces qui constitue la banque de données principale et de référence de tout le mouvement de la Renaissance culturelle noire à Harlem.
tous les artistes, les intellectuels et les militants avaient une confiance totale en Arthur Schomburg et en échange, Schomburg se montrait généreux en autorisant l'accès à son fonds d'archives. Qui sont les Arthur Schomburg du XXIe siècle? Quel rôle doivent jouer les collectionneurs africains par rapport à des œuvres ou des sources qui ont une valeur marchande, mais dont l'usage social est peut-être encore plus important que la valeur marchande? Peut-on, au nom de la rentabilité ou au nom du marché, priver des artistes, des peuples ou des chercheurs de pièces qui seraient essentielles à leur production? Et donc le dernier point, c'est les archives comme matière de la réparation. Alors premièrement, les archives sont essentielles pour travailler la question des réparations pour les crimes coloniaux. C'est par exemple le cas du Congo. Alors, le petit Congo, pas le grand. Le grand, je pourrais en parler, mais j'ai parlé du petit Congo, le moyen Congo du nom de la colonie française. Et donc en 1960, la France et ses anciennes colonies se partagent des archives de la période coloniale. Dans le cas de l'Afrique équatoriale française, les archives sont divisées entre Français et Congolais. En France, les archives sont déposées dans la ville d'Aix-en-Provence, avec les autres archives d'outre-mer. Au Congo, les archives de la colonie du Moyen Congo sont gardées dans la ville de Pointe-Noire, qui était l'ancienne capitale coloniale, et les archives de l'Afrique équatoriale française, donc Congo, Gabon, Tchad, Centrafrique, sont déposées à Brazzaville, donc l'actuelle capitale, dans ce qui deviendra le centre de formation et de recherche en art dramatique, le CEFRAD. Donc c'est intéressant de voir que les archives sont déposées dans un lieu qui fait justement référence à la création culturelle. Cependant, en 2018, avec les pluies et l'érosion, le bâtiment du CEFRAD s'effondre et depuis, un plan de sauvegarde des archives fondé sur la numérisation a été lancé. Les archives de l'AEF sont particulièrement sensibles parce qu'elles permettent de documenter la violence de la gouvernance coloniale et l'exploitation quasi esclavagiste des Africains par les compagnies privées. Le cas le plus fameux est celui de la construction du chemin de fer Congo-Océan, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Ici, les archives publiques sont insuffisantes et il y a une bataille pour récupérer, notamment par le biais judiciaire, les archives des compagnies de construction, comme la société SPI-Batignolles. Et donc, en février 2014, l'État français et la société SPI-Batignolles avaient été assignés en justice pour crimes contre l'humanité, pour la mort de 17 000 travailleurs africains, recrutés de force pour construire la ligne ferroviaire Congo-Océan. Donc la question de l'archive économique du colonialisme pour les réparations peut aussi poser des équivalences dans la mesure où je doute que le travailleur belge ait une accessibilité directe aux données économiques de l'entreprise dans laquelle il est employé ou de la banque dans laquelle son argent est déposé. Et c'est donc la question du capitalisme qui fait sens ici. Deuxièmement, les archives coloniales sont porteuses d'une nécrophagie, car l'histoire coloniale est celle d'une relation faite sur un lit de cadavres. La question des ancêtres ou des funérailles est absolument centrale. Comment produire un protocole qui permet d'enterrer les milliers ou millions de personnes que l'esclavage, la colonisation, les crimes de masse ou génocide ont emporté sans qu'elles ne puissent avoir de sépulture ou de lieu de mémoire? C'est une question qui est à la fois singularisée autour de figures martyrs comme Ruben Omiobe au Cameroun, Patrice Lumumba au Congo ou Thomas Sankara au Burkina Faso, et anonymisée dans le cadre des violences aveugles et systémiques. Et pose la question de l'art comme espace d'immortalité et de renaissance, à partir du constat que la colonisation a détruit des cultures, que des cultures qui ont été détruites ne sont plus visibles. Comment rendre l'invisible visible, comme dirait mon camarade Elom Vince? Et c'est ici précisément que l'archive peut être et doit être une performance. Comment décoloniser la recherche et l'archive en tant que point de départ d'un processus de production d'une œuvre artistique, d'une performance, d'un court-métrage ou d'un livre? Point d'interrogation. Troisièmement, construire, produire et faire archive en diaspora. C'est au bout de l'ancienne corde que l'on tresse la nouvelle. Ici, la redécouverte de l'histoire a été l'outil le plus puissant et l'élément le plus subversif des luttes d'indépendance africaine au XXe siècle, notamment pour les étudiants africains dans les années 50. Aimé Césaire, à la fin de son intervention lors du congrès de présence africaine à la Sorbonne en 1956, le Bandung culturel, appelle les peuples noirs à entrer sur la grande scène de l'histoire. Se réapproprier l'archive, se réapproprier l'histoire, c'est passer du statut d'objet à celui de sujet. Et donc la redécouverte de l'art africain a été aussi le point de départ d'une prise de conscience. La visite des musées comme le Musée de l'Homme à Paris faisait partie des formations politiques militantes. Et donc sur les dernières années, nous avons une augmentation d'artistes et de chercheurs africains et afrodescendants, en Belgique, en France, au Canada, un peu partout. Nous avons aussi
avec la culture du Wakanda, avec les artistes nigérians, avec les réseaux sociaux, une irruption de générations afrodescendantes qui ont une plus grande visibilité, mais qui ne disposent pas de suffisamment de matériel historiographique ou archivistique pour avancer sérieusement. Le résultat est que ces générations pensent que tout commence avec elles. Ce n'est pas un reproche, mais elles ont une ignorance des alternatives passées qui limite leur vision des alternatives présentes ou futures. C'est une situation qui rejoint le propos de l'un des intervenants qui parlait ce matin de la tradition comme utopie, à partir notamment de la pensée de Fabien Eboussi-Boulaga, mais aussi l'approche de Victoire Carrera quand elle parle de Ejo en disant que ça signifie hier et demain. Lorsque j'ai décidé de créer un site internet, il y a 2 ans, pour moi-même, j'ai choisi le symbole Akan du Sankofa. C'est un oiseau mythique Akan qui vole vers l'avant en tenant un œuf dans son bec qui est tourné vers l'arrière. Et la formule qui accompagne le Sankofa est la suivante. Il ne faut pas avoir honte d'aller chercher dans le passé ce qui nous manque aujourd'hui pour construire notre futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamzat, vraiment pour cette contribution essentielle. Je vais maintenant donc inviter Francis peut-être à donc partager ses réflexions sur son travail, qui est alors, lui, beaucoup à partir d'archives familiales, d'archives personnelles, et que vous réutilisez en fait, enfin voilà, dans un travail à la fois pluridisciplinaire. Mais je vous laisse un petit peu revenir et raconter un petit peu votre travail. Oui, moi, ça va faire depuis 2017. À la base, mon père, j'ai un papa qui était journaliste à l'époque du Zaïre, et ma mère est directrice d'école primaire. Et mon grand-père était infirmier à la force publique. Donc, en 2017, mon père, comme il était journaliste, il partait, des fois il revenait à la maison, je le voyais à la télé, après je le vois à la maison. Je me dis, mais que ces gars-là, ils se dédoublent ou quoi? Mais en 2017, je suis tombé sur l'un de ses carnets de voyage. J'ai dit, mais ça, donc il faisait ça. Et donc, pourquoi ne pas me plonger dedans et essayer un peu de voyager avec ces carnets et les cahiers de ma mère, qui est directrice d'école. Donc, il y a les programmes de cours à l'époque du Zaïre. Et donc, pour moi, les archives c'est l'image vraiment du passé. Je ne peux pas changer le passé. Mais par contre, moi, la question que je me pose aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ce que je sais de ma famille? Donc, des archives du passé. C'est un choix que j'ai fait. Et j'ai fait un choix par rapport à ce que je veux montrer et ce que je ne veux pas montrer. Et donc, ici, les intervenants, et même quand je suis venu le matin, ce qui m'a un peu intrigué, c'est qu'on remet la responsabilité aux organisations muséales. C'est bien. Mais les archives, avant d'être générales, c'est d'abord personnel. Et moi, je ne me plains pas. Par contre, je me base sur ce que j'ai. Donc, les dossiers de mon grand-père, qui était infirmier à la force publique, j'ai des preuves, des paiements, tout ce qu'il avait avec les logos de la Belgique. Et donc, c'est sur base de ça que je me fie. Et donc, mon travail d'artiste, mon travail de dessinateur ou bien de peintre, c'est comme un contrepoint à ce qu'il y a déjà sur le support. Et donc, du coup, je ne fasse pas le support dans le process, c'est que je prends l'archive, je les scanne, je peux l'imprimer sur papier ou bien sur toile, grand format, 2 mètres sur 140. Et avant de peindre, je me donne vraiment le temps de discuter avec la matière. Je peux prendre 1 journée, 2, et puis après, sur base d'une phrase, d'une icône ou bien l'image que je vois, ça me donne vraiment le fil pour essayer de mettre mon écriture dessus. Et donc, du coup, c'est vraiment ces jeux-là d'aller-retour que je fais tout le temps avec ces archives. Et donc, en 2017, j'ai commencé mon premier travail, je l'ai monté au Congo avec ces mêmes archives. Et de fil en aiguille, j'avais un souci de pouvoir animer ces images, ces dessins.
je suis tombé sur une occasion en or, dont Rosa et la femme des Sami, qui m'a donné les liens des graphies. J'ai postulé pour créer une vidéo d'animation. Je n'ai jamais fait d'animation de ma vie. Et donc, du coup, j'ai envoyé, on m'a retenu. Et c'est là que je me suis basé sur les dessins que je fais sur ces archives pour donner un mouvement, un côté cinématographique un peu de mon travail. Et donc, du coup, aussi, à côté de ça, ce qui m'a aussi motivé à faire cette animation, c'est que j'ai vu beaucoup de documentaires des gens qui viennent d'ici, des Amériques. J'ai dit, c'est bien, ça, c'est leur vision à eux de nous. Mais je peux m'amuser avec une vidéo d'animation de 10 minutes, donner un peu ma version de fait. Comment est-ce que je sens la chose, comment est-ce que j'ai écouté, comment est-ce que j'ai réapproprié la chose aujourd'hui, comment est-ce que j'ai retranscrit ça aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est un peu ça mon travail en général. Merci. Mais c'est vrai que finalement aussi, vous réécrivez, en fait, vous vraiment faites émerger un nouveau récit, en fait, à partir de ces archives familiales. C'est ce qui est vraiment intéressant, que ce soit avec le film produit par Grafouilly, où vous revenez alors sur l'histoire de la colonisation, hein, le Congo belge, ou je pense avec votre projet en cours, Le Choc est là, où j'aimerais bien que vous évoquiez aussi là ce travail-là. C'est totalement, en fait, vous déconstruisez aussi le récit colonial, la vision coloniale, pour donner en fait votre point de vue sur l'histoire. Oui, justement, c'est important parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais en tant qu'artiste, acteur social, c'est que je donne ma version des faits. C'est que c'est bien, je sais qu'on a coupé les mains, je connais tout ça. Mais qu'est-ce que moi je dis en rapport avec la même question? Et voilà pourquoi dans le process, je n'efface pas les backgrounds, je laisse ça intact. Et moi, à côté, je place mes personnages. Selon que c'est ma version de fait que je donne. Et aussi par rapport à la vidéo, ça c'était le côté visuel du film, mais je n'avais pas imaginé ça en son. Et donc, du coup, la question qu'on m'a posée à Grafouilly, si j'avais fait un storyboard en son, je n'avais pas d'image en son. Et du coup, j'ai refait la même technique. Je me suis mis à commenter les archives sonores que j'ai mis dans la vidéo. Et donc, du coup, les archives sonores, moi je suis quinois, je suis congolais, donc des fois, moi je connais comment est-ce qu'on interprète l'histoire quand on cite le nom de Kassavou, par exemple. Nous, les jeunes, on dit « Ah, il a Zagi Yuma ». Yuma, ça veut dire qu'il n'était pas trop bouillant. Donc, c'est la mémoire collective qui dit ça dans Mobutu. On disait que c'était un vaillant et tout ça. Et donc, du coup, je me suis basé sur ça pour faire vraiment ces jeux de ping-pong avec les archives audio et mon approche de cette histoire. Et après ça, je suis parti en Hollande. Là, je viens de finir à la Rex Academy. Je me suis basé sur le projet que tu as dit, Le Choc est là, ça part du chocolat, justement. Et je me suis dit, ouais, le chocolat, c'est bien, on parle de ça. Mais je me suis basé sur le voyage du beans, du fève de cacao. En fait, je me suis vraiment rendu compte que ça nous lie tous. Noir, vert, je ne sais pas, rouge, je ne sais pas. Moi, les différences des races ne m'intéressent pas trop. Je vois que ça vient du sud de l'Amérique, ça va en Afrique, et c'est consommé en Europe, c'est consommé en Amérique du Nord. Et moi, des fois, quand je rencontre quelqu'un à Amsterdam, on dit, mais rentre tes choses, je suis chez moi. Partout, c'est chez moi. Parce que toi, tu manges des cacao qui vient d'ailleurs, et on consomme ça, toi, tu consommes ça. Et donc, du coup, je me suis mis à réfléchir sur ça. Et là, j'ai vraiment commencé à monter les personnages, mais ces personnages, elles sont un peu modélées de façon très molle, où ça montre la fragilité du système colonial, si vous voulez, du système du monde, et le côté aussi impulsif d'un ailleurs, parce que le chocolat vient d'ailleurs, et aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés de chocolat aujourd'hui dans le monde, mais elles sont famous, elles sont célèbres aujourd'hui à partir d'un objet qui vient d'ailleurs. Et donc, du coup, moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes que je vois
premièrement, en premier lieu, parce que je ne sais pas ce que cette personne-là peut m'apporter. Et donc, du coup, sur base de ça, voilà pourquoi j'ai dit le choc est là. Et ma première exposition a eu lieu en Allemagne, c'était le choc historique. Moi, j'ai dit choc historique, choc culturel, choc scientifique. On a les chocs dans plusieurs niveaux, plusieurs sphères de la vie. Et donc, du coup, c'était vraiment une occasion pour moi aujourd'hui de venir partager avec nous. Je ne m'enlève pas des dents. Partager avec nous cette expérience et comment est-ce que moi, je perçois un peu cet univers d'archives et voilà. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup, Francis.